Bonjour, bienvenue dans les Mercredis Startup, une émission mensuelle qu'on propose chez Startup Montréal. On propose cette émission en partenariat avec InfoBref qui propose l'essentiel des nouvelles en 10 minutes par jour sous la forme d'infolettes. Donc si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez vous abonner à infobref.com. Donc ce mois-ci, on organise cette émission en partenariat avec Polytechnique Montréal. Et donc j'accueille comme co-animateur Thibaut Voyer qui est conseiller aux entrepreneurs à Polytechnique. Alors on a choisi de parler d'impact chez les startups pour cette émission. Alors c'est toi qui as proposé cette thématique, alors explique-nous pourquoi c'était important pour toi de parler de ce sujet. Merci Khadija, et puis merci à Startup Montréal pour l'opportunité. Effectivement, l'impact est important, je pense, pour l'écosystème startup montréalais, québécois, canadien de manière générale. Il se trouve que l'année dernière, pour la première semaine de l'impact, justement co-organisée avec Startup Montréal, Oui. on a traité une thématique qui était impact et technologie, une solution d'avenir ou une recette d'avenir, point d'interrogation. Donc c'était une question qu'on s'était posée, puis cette question on se l'était posée avec des chercheurs polytechniques, des entrepreneurs aussi. Il y avait eu beaucoup de insights, pardonnez l'anglicisme, très terre à terre, mais aussi beaucoup de débats philosophiques justement sur cette question-là. Pour nous, c'est important de se poser la question aujourd'hui avec Alimatou et Xavier qui vont se présenter juste après pour avoir une approche très terre à terre, finalement très terrain de ce que ça veut dire concrètement que de vouloir avoir de l'impact dans son modèle d'affaires, dans son entreprise. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on voulait vous accueillir et puis parler un petit peu de ce sujet-là. Super, on est content d'accueillir Alimatou et Xavier. Ce sont des entrepreneurs que tu as accompagnés dans le cadre du programme. Je vais vous laisser vous présenter. Alimatou, est-ce que tu veux commencer par te présenter et puis présenter ton entreprise? Merci Thibaut et puis merci Khadija de nous avoir invités sur ce plateau aujourd'hui et puis de nous donner l'opportunité de parler de notre start-up. Moi, mon nom c'est Alimatou Diallo, je viens de la Guinée en Afrique de l'Ouest. Puis j'ai fait un bac en génie alimentaire et puis une maîtrise en sciences des aliments à l'université Laval. Donc c'est à partir de là-bas les recherches que j'ai eu à faire. Donc j'ai commencé à penser à l'impact qu'on peut faire et puis toutes les opportunités de connaissances qu'on peut acquérir. Donc on peut utiliser ces connaissances-là pour avoir un gros impact, non pas seulement en travaillant en tant qu'employé, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Donc d'où la naissance de NextFit, d'où je suis la cofondatrice avec un autre Masakoro Oulare qui est l'autre cofondateur. Donc on a créé NextFit. NextFit, c'est une start-up en technologie propre qui vise à élever des insectes afin de produire des acides gras et des protéines de haute qualité destinées à l'alimentation animale tout en valorisant les déchets organiques. Donc notre start-up vise en première position l'Afrique. Et puis après le Canada, puis les autres pays. Donc l'idée, c'est qu'on a réalisé le fait que la farine de poisson et puis le soja, ce sont les deux ingrédients dépendants dans l'alimentation animale, mais ils sont non seulement non durables, mais aussi ne sont pas disponibles. Donc les producteurs, ils ont tout le temps de la difficulté à trouver ces deux ingrédients-là. Donc nous, c'est là-bas qu'on intervient pour trouver une solution durable comme alternative à ces deux ingrédients. Avec des insectes. Exactement, oui. D'accord. Et toi, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours ainsi que ton entreprise? Oui, moi c'est Xavier Cassim, je suis cofondateur de Viridios. Chez Viridios, on développe un bioprocédé pour produire de la biomasse végétale afin d'extraire des ingrédients pharmaceutiques actifs. Et tout ça est parti pendant la pandémie, entre amis, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement avoir un impact, qu'on ne perde pas notre temps comme ça dans la pandémie à attendre que tout ça se termine. On se dit, il faut que notre temps serve à quelque chose. Et puis, de là est venue l'idée de produire des médicaments à base de plantes, c'est-à-dire de produire la matière première pour fabriquer des médicaments dont la molécule est seulement disponible dans les plantes. Et puis, le cofondateur, Maxime, qui est pharmacien, a découvert avec le fil du temps pendant la pandémie qu'il y avait des pénuries au niveau de certains médicaments. Donc on se disait, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il y a des patients qui attendent leur traitement, leurs médicaments.
Et qu'on commence à analyser la situation, on se rend compte que c'est le dénominateur commun, c'est que ces médicaments-là sont à base de plantes. L'ingrédient pharmaceutique actif provient uniquement des plantes, c'est pas synthétisable en laboratoire par l'homme. Donc, on s'est dit, oh, il y a peut-être une opportunité là, à aller chercher. Donc, c'est là qu'on se dit, peut-être la technologie maintenant peut nous aider à produire ces ingrédients pharmaceutiques-là à base de plantes, contrairement à l'agriculture classique comme que c'est présentement en Inde et en Chine. Donc, on disait peut-être la technologie peut nous aider à produire quelque chose de plus local qui va simplifier la chaîne d'approvisionnement dans la compagnie pharmaceutique. Donc, c'est notre défi qu'on se lance là, dans notre start-up. Effectivement, vous êtes tous les deux sur des secteurs d'activité différents, mais vous avez choisi à un moment donné dans votre modèle d'affaires d'inclure l'impact. Pourquoi c'était important pour vous, Alimatou? Moi, je dirais, en tant que jeune entrepreneur aussi et être humain, on a tous une responsabilité vis-à-vis de la planète. Nous sommes tous conscients des choses qui arrivent de nos jours, les changements climatiques, les températures qui sont soit trop froides pendant l'hiver ou trop chaudes pendant l'été, les rendements agricoles aussi qui baissent. Nous sommes conscients que ce sont les conséquences de nos actes qu'on a posés. Donc je me dis, nous avons une responsabilité vis-à-vis de ça et puis la génération future. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour laisser un héritage qui est quand même durable à la génération future. Donc c'est comme ça qu'on a pensé, on dit c'est important qu'on pose des actes qui sont quand même responsables. Je crois que c'est inévitable aujourd'hui, avec toutes les problématiques avec lesquelles on vit, des pénuries, là on parle de médicaments, on parle de main-d'œuvre, des changements climatiques, des tornades, et je pense qu'on est rendu là, c'est une évidence maintenant qu'il faut agir pour répondre à tous ces changements et peut-être essayer d'atténuer un peu tous ces impacts-là que l'homme a créés avec le temps, mais que maintenant, je pense qu'il faut absolument agir, un peu comme tu dis, on a une responsabilité, puis c'est le temps d'agir, il est peut-être même sûrement trop tard, mais bon, peut-être mieux vaut tard que jamais. C'est le temps de faire quelque chose avant que ça empire, parce que la manière, qu'est-ce qu'on fait de nos jours, la plupart des industries, on produit pour répondre à un besoin et on fait du profit, sans forcément penser au fait que les actes qu'on pose, peut-être que ça va causer plus de problèmes que les solutions qu'on apporte. Donc, il faut à un moment donné se poser, oui, je réponds à un besoin, mais est-ce que je crée encore plus de problèmes que la solution que j'ai apportée? Donc, c'est un peu cette vision-là que nous, jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, on doit avoir comme mentalité. Là, je vais reprendre un mot que tu as dit, Xavier, c'est une évidence. Moi, j'aimerais que ce soit une évidence pour tout le monde, et puis je suis très content d'avoir pu accompagner des entrepreneurs aussi brillants que vous qui agissent sur cette évidence-là. Alimatou, quand on a travaillé ensemble, il y avait une statistique qui m'avait un peu marqué. Tu as été voir justement ces agriculteurs qui, à 100%, c'est-à-dire absolument tous, t'ont dit qu'ils voulaient rentrer dans une agriculture plus durable, mais sur le terrain, tu en avais seulement 10% qui opéraient cette agriculture durable. Donc, on semble avoir une certaine intention collective partagée, mais là, l'action pour ça, dans vos industries respectives, n'est pas forcément au rendez-vous. Qu'est-ce qui bloque sur le terrain, selon vous, Alimatou, peut-être en commentaire? Oui, moi je dirais c'est comme durant les enquêtes qu'on a eu à faire, on a rencontré quand même des personnes qui ont de l'expérience et qui sont conscients aussi que ce soit à travers à chaque fois les rendements qui baissent, ils sont conscients que ça baisse, quelque chose ne va pas. Et ils sont conscients qu'ils sont en partie responsables et ils veulent faire quelque chose, soit pour le stopper ou pour l'améliorer. Chacun veut poser quelque chose parce que je ne veux pas laisser quelque chose de mauvais à mes enfants ou aux générations futures. Mais là où le bas blesse, c'est surtout ce qui est prévu et ce qui est fait, les actes concrets comme ce qu'on avait dit, il y avait 10%. Mais ce qui est compliqué dans ça, c'est que c'est surtout la recherche des solutions alternatives. Oui, je veux trouver une alternative à la farine de poisson par exemple, ou je veux trouver une solution pour remplacer le soja, mais quoi? C'est là-bas le problème, c'est la difficulté à trouver tout le temps des solutions alternatives. C'est pour ça ils veulent, mais comment?
C'est ça la grosse question que tout le monde se pose. Ils ont l'intention, mais pas les ressources nécessaires ou les connaissances nécessaires pour le faire. Donc, c'est là-bas la difficulté et que nous, les nouvelles startups, avec les connaissances qu'on a acquises, soit par les expériences du travail ou à l'université ou n'importe où, on apporte ces connaissances et puis on essaie de répondre à ces questions et rapporter ces alternatives durables-là. Donc, c'est un peu ça. Puis moi, je pense j'adhère complètement à ce que tu dis. Puis moi, je trouve dans mon cas, ce que je remarque plus, je pense que c'est le cadre rigide qui est là depuis longtemps. Tu sais, on parle de rentabilité, profitabilité. C'est des cadres qui sont bien ancrés, hein, des cultures qui sont ancrées depuis longtemps. Puis je pense tranquillement, le cadre devient de plus en plus malléable. Mais disons, il y a ça à laquelle on fait face. Hein, tu sais, c'est... Faut pas que ça coûte plus cher, faut que ça coûte toujours moins cher. C'est comment le focus est tellement mis sur la profitabilité, il faut que ça coûte le moins cher possible. Donc, je trouve des solutions axées seulement sur, disons, cet axe pécunier-là. Mais je pense, avec la conscientisation que tout le monde fait, je pense tranquillement, ben, c'est en train de changer. Je pense que c'est ce cadre-là qu'on devrait toujours respecter ou qu'on va tout de suite dans ce cadre-là, de dire, bon, c'est quoi, de quel moyen je peux faire mon produit ou ma technologie pour que ça soit le plus profitable, que ça coûte le moins cher possible. Mais je pense que pour l'instant, c'est ce qui bloque, mais je pense que c'est vraiment en train de changer globalement. L'évidence, elle est là. Même si on sort ou on voit, juste par exemple cet hiver, il a fait vraiment froid, l'été il faisait chaud. On sait que la problématique elle est là, mais le comment, c'est ça la question. Et justement, une des idées reçues que les gens ont sur l'impact, c'est que ça coûte cher ou que ça ne fait pas gagner d'argent. Mais c'est ce que tu disais un petit peu dans les cadres traditionnels, du fait que la solution d'impact, elle va peut-être coûter plus cher que la solution traditionnelle à produire, mais à la fin, vous, ce que vous nous racontiez, c'est que dans la chaîne de valeur, de développement du produit que vous faites, vous apportez une solution à un problème qui est que la méthode traditionnelle de faire, elle marche plus trop, ou en tout cas dans ce cadre-là, elle marche pas. Et donc finalement, vous apportez peut-être une solution pour qu'à la fin, on produise quand même et qu'on gagne de l'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, nous autres, dans notre cas, on essaie d'utiliser la problématique comme étant une solution, puis de transformer ça en solution gagnante, dans le sens qu'on essaie de développer une technologie, puis on veut optimiser cette technologie-là qui va faire en sorte que c'est plus performant que ce qui est fait présentement. Fait qu'on essaie d'aller chercher une performance tellement grande que ça va combler l'écart de coût qui est engendré par la technologie d'impact. Oui, si on s'attarde juste à la base, oui, une technologie, effectivement, ça coûte plus cher qu'une main-d'œuvre peu coûteuse dans un pays étranger où le cadre salarial est différent. Main-d'œuvre moins coûteuse, instinctivement, on va fabriquer là-bas, ça coûte moins cher. Mais en intégrant une technologie qu'on peut optimiser, qu'on peut rendre encore plus performante, c'est comme si on peut faire basculer cet effet-là, de dire que la technologie, oui, elle coûte plus cher, mais il y a tellement de performance dans les nouvelles technologies. Si on parle d'intelligence artificielle, il y a toutes sortes de technologies qu'on peut intégrer à notre technologie, comme nous autres, c'est de la production de tissus végétaux. Mais il y a tellement d'autres technologies qu'on peut venir greffer pour optimiser la performance et faire en sorte qu'on va dépasser, on espère du moins, on n'a pas complété notre recherche et développement, mais notre objectif, c'est de dépasser en termes de qualité et de coût, qu'est-ce qui est fait présentement. Donc, c'est d'être opportuniste, d'utiliser cette opportunité-là pour la transformer en situation gagnante. La performance dépasse le coût. C'est ça, c'est ce qu'on pense être capable de faire avec des technologies. Il y a tellement d'évolution au niveau des technologies, à Polytechnique, à laboratoire, toutes sortes de choses qui se développent. Donc, quand on arrive à combiner tout ça, je pense qu'on peut faire quelque chose de très gagnant. Exactement. C'est comme, si on peut, je peux rajouter à ce que Xavier disait, c'est comme les méthodes traditionnelles, on se fie plus à la nature. Par exemple, si on parle de l'agriculture, quand il pleut, je veux produire. Mais s'il ne pleut pas de production. Et ce qui fait le plus mal à une entreprise, c'est quand on n'arrive pas à avoir la matière première pour produire. Donc, même si la technologie que tu vas leur présenter, elle coûte cher, mais autant acheter ça
pour ne pas avoir arrêté la production parce que ça te coûte plus cher d'arrêter que d'avoir un ingrédient qui te coûte plus cher. Donc pour nous, NextFeed aussi, comme Xavier a dit, la technologie, ça va sûrement coûter plus cher, mais les entreprises sont conscientes des réalités, ils ont des difficultés d'approvisionnement, ils sont conscients de toutes les problématiques autour. Donc, ils sont prêts à rajouter ce surplus d'argent-là pour pouvoir fournir à leurs consommateurs leurs produits. Là, c'est intéressant, vous parlez d'innovation. Finalement, vous pariez sur le fait qu'à long terme, ces innovations vont de toute façon supplanter le marché parce qu'il y aura un besoin qui sera créé. Une des choses qu'on voit beaucoup dans l'écosystème, justement, c'est le poids de la propriété intellectuelle dans le développement de jeunes pousses comme vous. Puis cette propriété intellectuelle, par essence, elle est possédée par une entité, une entreprise. Il peut y avoir des transferts par le biais de licences, entre autres. Mais là, on est quand même dans une game où chaque entreprise privée, ou non d'ailleurs, mais en tout cas détient cette propriété intellectuelle. Est-ce que pour vous, Xavier, tu me parlais du fait que tu voulais que ta technologie inspire les générations futures et soit utilisée par la plupart, enfin par beaucoup. Je te paraphrase globalement, mais peut-être en commençant par toi, c'est quoi ton approche vis-à-vis de cette propriété intellectuelle-là? Tu utilises peut-être des technologies externes, tu parlais de l'intelligence artificielle. C'est quoi ta vision par rapport peut-être à l'idée d'ouvrir un petit peu plus ces propriétés intellectuelles de façon à peut-être développer un peu plus de partage entre les entreprises? Moi, j'ai l'impression qu'on va en venir là, avec l'évolution, l'innovation, moi, je vois la propriété intellectuelle, je vois ça comme étant un vieux cadre où on voulait protéger, puis on voulait garder un peu les profits, puis associer à ton innovation, ta technologie. J'ai l'impression qu'il va y avoir tellement de problématiques, disons, à régler ou d'innovations à faire pour pouvoir continuer à vivre comme on le fait aujourd'hui, que je pense qu'il va falloir s'ouvrir et partager ces technologies-là. Si, par exemple, on développe une technologie pour produire des médicaments, puis qu'il y a un autre pays ou une autre communauté ou une autre entreprise qui a beaucoup de difficultés à produire des médicaments, que leur communauté est dans le besoin, je pense pas qu'on va dire il faut que tu m'achètes ma licence. J'ai l'impression qu'on va s'ouvrir tranquillement au monde et à toutes les problématiques qu'on fait face globalement. J'ai l'impression que la globalisation, mondialisation va faire en sorte que peut-être ces vieux paradigmes-là de protectionnisme vont tomber pour justement qu'il va y avoir plus une entraide qui va être faite globalement. Moi, c'est comme ça que je vois ça. J'espère qu'on va en venir à ça. C'est peut-être utopique, mais j'aime le penser. Moi, je comprends que la raison de la propriété intellectuelle, parce que comme c'est un gros investissement, que ce soit en temps ou en argent, il y a des gens, ça les prend des années avant d'avoir un résultat. Donc, ils se disent que je mérite cette propriété comme une sorte de récompense face à mon effort. Oui, ça c'est vrai, mais d'un autre côté, il y a toujours un moyen de collaboration parce que tu as créé cette technologie-là ou cette solution-là pour que s'il y ait un impact soit social ou environnemental. Donc, il y a toujours moyen de se partager, de collaborer ensemble et que le mérite va toujours te revenir. Donc, tu peux essayer d'inspirer d'autres personnes autour de toi ou d'autres générations futures parce que ça va toujours te revenir. Grâce à une personne X, on a découvert ça. Donc, ça va toujours remonter vers toi, mais n'empêche que tu peux toujours le partager. Ouais, partager au lieu de protéger pour pouvoir avoir une sorte de concurrence saine peut-être. Puis Exactement. ça doit pas, je pense que c'est pas évident quand c'est le début de cette innovation et puis que vous êtes les premiers à la lancer. Après, on peut être idéaliste et se dire qu'à un moment donné, si tout le monde y a accès, ça va permettre à tout le monde de développer ses propres produits. Ouais, puis si je peux me permettre, il y a un mouvement en fait en technologie comme ailleurs qui est, on va dire, l'innovation, les open, là, les communs. Donc c'est ça, des communs, des technologies qu'on met sans licence par exemple et qu'on va pouvoir propager à n'importe qui. C'est des choses qui se font énormément. Puis à Limatu en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de ces technologies-là qui sont notamment réutilisées puis qui sont partagées. Donc,
c'est pas juste un rêve, Xavier, c'est pas juste une utopie, il y a des choses qui se font là-dedans, mais en même temps, il faut être pragmatique, et puis Alimatou, tu avais raison de le mentionner aussi. C'est ça, c'est important. C'est comme, je prends juste l'exemple aussi à l'université, c'est comme chaque jeune étudiant-chercheur, tu te bases sur les anciennes recherches, mais reste que tu cites la personne qui l'a faite pour l'honorer ou le respecter, mais tu peux l'utiliser par exemple. Donc c'est un peu dans cette logique-là parce que la problématique elle est mondiale, c'est pour tout le monde. Donc autant trouver la solution ensemble que de rester comme une sorte de silo. Là, on parle d'impact, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément défini, l'impact, on le représente comme 3 piliers, donc l'impact économique, l'impact social et l'impact écologique, environnemental. Donc finalement, on peut agir dans ces 3 domaines ou dans l'un des 3 et avoir de l'impact. Aujourd'hui, là encore, des compagnies comme les vôtres dépendent beaucoup de subventions, de bourses, de bailleurs de fonds publics. Et ces bailleurs de fonds n'ont pas forcément des métriques d'impact quand elles vont vous solliciter pour postuler, pour candidater. C'est quoi votre réalité par rapport à ça? Comment est-ce que vous percevez justement ces appels d'offres en fait, de bailleurs de fonds? Puis quelle est votre perspective en fait, par rapport à ce sujet-là? Je pense que c'est intéressant d'être capable de peut-être mesurer plutôt que ça soit juste émotionnel. Hein? C'est sûr, oui, je suis cartésien, disons, j'ai étudié en ingénierie, on dirait que les chiffres, c'est quelque chose de précis. Donc, je crois à ça, peut-être d'avoir des métriques ou une façon peut-être d'évaluer comment l'impact à quelle intensité elle va avoir lieu, puis dans quel cadre. Mais je trouve que ça reste quand même encore complexe à définir. Dans le parcours entrepreneurial, on a eu des analyses de cycle de vie. Là, j'ai appris ça. Pour moi, c'était nouveau. Fait que j'ai découvert ces notions-là, un peu cette science-là, comment qu'on fait ça. Donc, j'ai appris, j'ai lu, ça m'intéressait, parce que je me disais, on va essayer de mettre des chiffres là-dessus, mais je me suis vite rendu compte que c'est très complexe là, d'avoir peut-être quelque chose qui est sérieux puis qui va être commun, peut-être, qui va être reconnu aussi de façon plus large que juste mon entreprise, mon projet ou ma connaissance ou peut-être même mon écosystème. Mais ça, je trouvais que c'était complexe. Et puis, bon, on a commencé à faire un peu l'exercice, puis on s'est rendu compte que c'est tout un travail. C'est pas juste moi et ma personne qui va être capable de chiffrer ça. Ça va prendre des gens autour, des gens qui ont beaucoup de compétences et de connaissances, je pense, dans ce processus-là. Fait que pour moi, je vois ça comme complexe là, pour une entreprise là, qui démarre, là, de dire, OK, je démarre, je développe ma technologie. Donc, tout en développant ma technologie, il faudrait que j'évalue l'impact que ça va avoir. Ça fait lourd, là, disons, tout combiné ensemble. Fait que nous autres, pour l'instant, on a un peu mis ça de côté, mais on le garde vraiment en tête parce qu'on se dit, oui, c'est intéressant, comme tu dis, quand tu as des bailleurs de fonds qui veulent avoir un impact. Tu as des investisseurs qui disent, hey, moi, je vais investir, mais je veux que ton entreprise ait un impact, soit dans un des 3 pôles, comme tu viens de mentionner, mais il faut qu'il y ait un impact positif. Mais comment je vais le démontrer? Ils disent, oui, on voudrait faire affaire ensemble. On a comme une vision commune ou des valeurs communes. Mais comment l'appliquer? Après, il y a une réalité qui est quand même là, au niveau financier. Il faut les chiffres, il faut que ça concorde dans un certain sens. Donc, pour nous, oui, il y a une volonté, mais il y a une complexité quand même qui vient avec ça pour le démontrer. Exactement. Moi je dirais que la complexité vient du fait que c'est comme on tend vers là, mais c'est pas comme quelque chose qui est vraiment connu. C'est comme vers ces dernières années que le monde commence à dire, OK, je vais démontrer que mon entreprise a moins d'impact environnemental et ainsi de suite. Donc, le fait que, oui, c'est la tendance, mais aussi, on n'a pas vraiment tous les éléments nécessaires. Il y a des organismes spécialisés, mais ça demande aussi des coûts. Mais comme une jeune start-up qui vient de commencer, tu n'as pas forcément les moyens qu'ils demandent pour pouvoir le faire. Donc, tu fais recours aux institutions gouvernementales, mais il n'y en a pas suffisamment où les gens n'ont pas vraiment toutes les connaissances nécessaires ou bien quels sont les organismes qui l'offrent aussi. C'est vrai que nous, à Startup Montréal, on essaye de communiquer ces idées-là
auprès de tous nos partenaires, des bailleurs de fonds, des instances gouvernementales, et puis de faire le pont entre les entrepreneurs et tous les acteurs de l'écosystème. Et ça nous tient à cœur en tout cas de rendre ces idées et ces notions plus claires auprès de tous les publics, et puis d'expliquer concrètement ce que c'est que faire de l'impact. Après, mesurer l'impact, c'est encore une autre étape. Puis dans notre écosystème d'affaires au Québec, je pense que c'est encore quelque chose qui est à construire. Est-ce que vous connaissez des organismes qui aident en tout cas à mesurer un petit peu cet impact? Donc, on a eu la chance d'avoir des ateliers lors de notre parcours entrepreneurial de eux. Et donc, on a pu connaître ou comprendre, prendre conscience de tout cet environnement-là, toutes les connaissances qu'ils ont, les logiciels, les outils, les gens, les ressources. Donc, je trouve que ça semble être un bel organisme. Mais pour le stade où on est rendu, dans notre évolution, disons, c'est peut-être un peu prématuré pour embarquer dans un processus aussi complexe. Mais on aimerait bien, là, à un certain moment, là, dans certains stades d'évolution de notre entreprise, pouvoir faire ce processus-là, le réaliser avec des gens comme le CIREG. Oui, exactement, parce que nous, notre start-up était sélectionnée par les étudiants de l'UQAM comme leur projet de fin de session, fin d'études pour leur baccalauréat. Donc, ils avaient comme fait une simulation, ils ont fait le cycle de vie pour notre start-up et puis on a eu une belle collaboration avec les étudiants, leurs professeurs. Quand même, ils ont fait une belle étude et puis ils nous ont présenté les résultats. C'était vraiment très, très intéressant. Mais ça reste qu'il y a encore plus de choses à faire, mais qu'on va commencer à grandir un peu plus. Mais pour l'instant, c'est l'organisme là qu'on connaît. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Je vous écoute. Vous voulez faire de l'impact. C'est complexe, ça prend beaucoup de temps, puis ça prend aussi d'avoir de l'expertise assez profonde. Donc, on considère peut-être de le faire un petit peu plus tard dans la création de l'entreprise. Là, il y a des personnes qui vous regardent qui sont peut-être aux manettes de certains accélérateurs, incubateurs, peut-être d'autres organismes qui peuvent vous appuyer dans cette démarche d'impact. Ils vous écoutent, et là, si je vous disais que vous aviez une baguette magique et que vous pouviez créer quoi que ce soit dans l'écosystème qui vous aiderait justement à mettre en place cette démarche d'impact, étant donné que c'est une volonté que vous avez, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que ce serait de la formation? Est-ce que ce serait de l'aide terrain? Est-ce que ce serait autre chose? Peut-être en commençant par toi, Xavier. Moi, je dirais peut-être la formation, un peu tout le monde se former dans chacun de nos domaines. Là, quand je parle de domaine, je parle même marketing, finance, financement, autant ingénierie, un peu que tout le monde s'arrime, que tout le monde a un peu peut-être une vision commune ou des connaissances peut-être un peu communes qui va permettre un arrimage de tous ces domaines-là qui vont permettre une intégration peut-être plus facile de la technologie d'impact. Comme on parlait tantôt, de rentabilité, le cadre financier qui est encore quand même présent, mais on voit qu'il y a une volonté quand même qui est là. Mais quand on dit, mettons un bailleur de fonds qui dit « je voudrais avoir ton plan d'affaires », des fois le plan d'affaires, il peut être pas si parlant que ça, là, si on reste avec des principes de rentabilité, de productivité. Puis c'est là que je me dis peut-être qu'il faudrait un peu changer nos façons de faire et nos connaissances par rapport à l'impact qu'on veut avoir, puis le cadre peut-être plus ancien, si on peut dire. Là. Fait que je verrais peut-être vraiment de la formation, que tout le monde soit formé, et puis que tout le monde ait un peu cette vision peut-être commune, globale-là, de dire on veut créer un impact sur un des trois pôles, là, comme on parlait tantôt, environnemental, sociologique et économique. Mais peut-être au moins qu'il y en ait un des trois qui soit intégré dans la technologie d'impact ou dans le projet d'impact. Moi, je pense que celui qu'on parle le plus, c'est plus l'économie
la rentabilité comme tu parles, mais pas forcément l'impact social et environnemental. Oui, je pense que la formation reste la base, mais je pense qu'on pourrait rajouter aussi que ce soit les campagnes de sensibilisation ou des ateliers. Donc, ce sont tous des moyens afin de faire connaître plus le monde. Quand on parle d'impact ou d'une entreprise ou d'une start-up, on ne fait pas forcément le lien avec l'argent. Il y a encore d'autres facteurs, le fait que tu crées plus d'emplois ou bien tu résous des problèmes. Donc, c'est aussi une forme d'impact ou bien tu contribues à moins polluer, c'est aussi une forme d'impact. Pas forcément un lien avec l'argent. Donc, ça peut passer par des campagnes de sensibilisation aussi. On va essayer de le faire en tout cas à notre niveau. Et puis pour terminer, si vous deviez parler à un entrepreneur et puis lui donner un conseil, si cet entrepreneur est intéressé à adopter des réflexes d'impact, qu'est-ce que vous leur direz? Je lui dirais de ne pas avoir peur, hein, de pas être intimidé des fois par tout ce cadre-là, comme je le répète peut-être souvent, mais il est bien présent, hein, de dire qu'il faut que ça soit rentable, profitable, il faut que ton projet soit viable économiquement. Fait que, je trouve que c'est des notions qui reviennent très, très souvent quand on veut démarrer une entreprise, qu'on a besoin de fonds pour démarrer. Mais je me dis de ne pas avoir peur de vouloir intégrer une technologie d'impact parce que je pense qu'il y a vraiment une volonté qui s'installe, qui est vraiment présente et puis qu'il y a une flexibilité qui s'intègre, une malléabilité qui s'intègre, je trouve, tranquillement. C'est peut-être pas complètement intégré, mais je vois vraiment qu'il y a vraiment une volonté. Tu sais, on a le cadre qu'on connaît depuis longtemps qui est encore bien présent, mais les gens quand même qui gravitent dans l'écosystème, ils ont quand même beaucoup de cette volonté de créer un impact et de faire différemment. Donc, de ne pas hésiter et de ne pas avoir peur de dire « Ah, moi, il y a peut-être personne j'ai pas de clientèle pour ça, ma technologie ne sera pas vendable ou vendeur. » Mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça, puis voir justement de trouver cet impact puis cet intérêt-là que peut-être quelqu'un, quelque part, un organisme va avoir va voir la même valeur ou va avoir l'intérêt de cette technologie d'impact-là. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Oui, je suis totalement d'accord parce que en créant ton start-up, juste par exemple, nous, ce sont des valeurs qu'on a commencé avec. C'est pas comme on dit, on va créer l'entreprise et ensuite on va penser l'impact. C'est déjà l'impact est venu avec la création de l'entreprise parce que tu te dis, je veux avoir un impact, je veux créer de l'emploi parce que je sais d'où je viens, j'ai eu l'opportunité de voyager, j'ai eu l'opportunité de fréquenter des grandes écoles. Peut-être à travers ce que je fais, je pourrais inspirer d'autres personnes. Donc c'est à travers cette vision-là que tu peux facilement intégrer. Donc oui, on peut dire, oh, si mon entreprise n'est pas rentable, je ne pourrais pas avoir d'investisseurs, mais il n'y a pas forcément l'argent pour l'entreprise. Il y a d'autres valeurs aussi que tu peux prendre en compte pour ton entreprise. Donc soyez sincères avec vos valeurs et puis n'ayez pas peur. Absolument, c'est bien dit. Ok, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences, vos idées, vos objectifs pour la suite. Merci Thibaut d'avoir proposé tout ça et de nous avoir accueillis d'ailleurs dans vos locaux à Polytechnique. Et puis, on en parlera beaucoup plus de l'impact aussi chez Startup Montréal dans les prochains mois. La semaine de l'impact va venir durant l'automne 2022. Et puis, pour la suite, on va continuer les mercredis Startup. Donc, la prochaine édition en octobre. En septembre, on accueille l'Esplanade, qui est aussi un acteur de l'écosystème d'impact. Et on parlera de recherche et d'entrepreneuriat. Voilà, merci beaucoup. Merci.